Les amis, bonjour. Voici un destin brisé qui va faire parler, puisque je vais évoquer aujourd'hui Monsieur Glassman. Jacques Glassman est né en 1962 à Mulhouse, et c'est par de la plus logique des façons qu'il débute sa carrière à Mulhouse, et du fait de ses bonnes performances en jeune, il est recruté par le grand frère alsacien, et donc il rejoint le Racing Club de Strasbourg. Il y restera, je crois, 6 saisons jusqu'en 84 ans. Il y arrive en 1978. Et lors de la saison mythique strasbourgeoise en 78-79, qui verra Strasbourg remporter son seul et unique titre à ce jour de champion de France de première division, il est consacré champion de France à l'âge de 16 ans et demi, puisqu'il participe à un seul match cette saison face au FC Nantes. Et il est donc, au même titre qu'Arsène Wenger, qui joue un peu cette saison-là également, il est donc considéré champion de France de première division. Sa carrière suit son cours, plutôt dans l'ombre, même s'il participe aussi à la Coupe d'Europe des clubs champions, notamment face à Wolfsburg, ou Duisbourg, je ne sais plus, je crois que c'est Duisbourg. Et en 84, donc, il décide de revenir à ses premières amours, de rejoindre Mulhouse. Première saison, le club descend en D2 et il restera jusqu'en 87, entraîné par un certain Raymond Domenech. Arrive ensuite une saison plutôt discrète, également en D2, au sein du Tour FC. Et la suite, vous la connaissez, en 89, 88 ou 89, Jacques Glassman rejoint Valenciana. Il y restera jusqu'en 94, partira ensuite à Maubeuge et sur l'île de la Réunion à Sainte-Rose. Mais ça, on y reviendra un peu plus longuement. Donc Jacques Glassman rejoint Valenciana. Après de multiples saisons à jouer les barrages d'accession pour monter en D1, la réussite arrive enfin. Et en 92-93, Valenciana monte en D1 avec les Goël, avec les Grosselin, les Pajot, Matriciano, je ne sais plus, ou les deux à l'époque. Non, Matriciano était en Nancy, je crois. Enfin, bon, bref, ça c'est un détail. Et recrute les Robert, les Bourruchaga, des joueurs au pédigré certain. Pascal Deville également à cette époque. Et la saison se passe avec difficulté, puisque Valenciennes, malgré donc un bon recrutement, jouera le maintien. Et nous arrivons donc au fameux mois de mai 1993. Et arrive ce jour-là la rencontre face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui se prépare à jouer la finale de la Ligue des Champions face au Milan AC. Match que l'OM, on le sait tous, remportera. Et pour se prémunir d'éventuelles blessures, Monsieur Bernès, via Jean-Jacques Edely, qui avait joué avec Glassman à Tours, qui avait joué avec Robert à Nantes et Bourruchaga à Nantes, Bernès charge Jean-Jacques Edely de téléphoner à ces trois joueurs et de les convaincre via 200 000 francs, donc 30 000 euros de maintenant, de lever le pied pour la rencontre du lendemain face à l'OM. Donc les joueurs sont réunis dans leur chambre d'hôtel après le repas du soir. L'appel a lieu à ce moment-là. Bourruchaga et Christophe Robert sont d'accord. Glassman, lui, ne pipe mot et n'accepte pas ce marché-là. Quelqu'un qui a des principes, des valeurs, et il n'accepte pas cette situation. Et donc il retourne dans sa chambre, va se coucher, dort très peu, téléphone à sa compagne d'alors. Et le lendemain, il décide d'en parler à son coach, Boro Primorac, qui, à la mi-temps, en référera à son président et aux autorités compétentes. Et donc, l'affaire VAOM part à ce moment-là. On sait tous ce qu'il est advenu de cette affaire, donc on ne va pas épiloguer.
si je fais cette vidéo, d'habitude destin brisé, c'est vrai qu'on parle souvent des gens décédés dans des circonstances pénibles, voire atroces. Mais pour moi, Jacques Glassman, c'est un destin brisé, c'est un sacrifié. Alors certes, il n'a pas eu une carrière de footballeur phénoménale et en rien, cette affaire de Valenciennes OM n'a ruiné sa carrière. Mais pour moi, on a tué un homme en quelque sorte, parce que quelqu'un qui a le courage déjà d'être honnête et d'avoir des principes, fait non. Pour moi, c'est pas un courage, ça devrait être la norme, c'est là où est le problème en fait. Il y a eu une omerta, bien entendu, et cet homme s'est fait descendre. Cet homme a continué à jouer au football un an après avec Valenciennes, qui a été rétrogradé en D2. Petite parenthèse aussi dont on parle peu, mais qui me semble aussi complètement surréaliste. Le président de Valenciennes de l'époque, M. Michel Coencas, il restait 2-3 journées après ce match face à l'OM, que l'OM avait gagné 1-0 grâce à un but d'Alain Bokchik, a quand même demandé par la suite à Christophe Robert et à Jorge Muruchaga s'ils étaient d'accord pour continuer à jouer et se battre pour obtenir le maintien pour Valenciennes. Donc déjà, c'est assez surréaliste. Ces mecs étaient prêts à prendre beaucoup d'argent et mettre en péril le club de Valenciennes, et le président leur demande malgré tout de rester. Bref, ça prouve là aussi que cet homme n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Bref, donc Glassman reste parce qu'il est lié par contrat jusqu'en 1994 avec Valenciennes. Valenciennes réalisera une saison là aussi complètement catastrophique en D2 et descendra en National malgré les Glassman, les Di Fraia, les Mangione, les Morley-Souma. Et Glassman se fera siffler, se fera huer sur toutes les pelouses de D2 à l'époque, et il n'ouvrira même pas le championnat face à Nice, car pour des raisons de sécurité, son président refusa tout simplement de l'aligner au Stade du Ré. Donc, l'affaire, vous la connaissez tous par la suite. Il est... encore une fois, je tiens à préciser, parce que souvent dans les commentaires, je lis ça sur ma page Souvenirs de première et deuxième division. Je ne suis absolument pas anti-OM. Pour être franc, je préfère même l'OM que le PSG. Mais ça, c'est un détail. L'OM est l'équipe, j'ai 42 ans. L'OM est l'équipe qui m'a fait le plus rêver. Avec les Waddle, les Papin, les Pelé, les Klaus Alof juste avant, les Germain, les Pardo, bref, Olmeta, Gaëtan Huard. Cette équipe m'a fait rêver, m'a fait régaler face au Milan, face à Sofia. Enfin bref, ça a été une équipe fabuleuse. On a senti une équipe d'une puissance phénoménale. Monsieur Bernard Tapie a été un des plus grands présidents, un des présidents les plus charismatiques qu'il y ait en Ligue 1. Maintenant, ce monsieur, qu'on l'accepte ou non, qu'on soit marseillais ou non, c'est un fait. Ce monsieur a triché. Monsieur Bernès a triché. Monsieur Bourruchaga a triché. Monsieur Robert a triché. Monsieur Edeli a, pour moi, triché, certes, mais il a surtout été manipulé. Donc, reconnaître des choses ne veut pas dire que je n'aime pas Marseille. Bref, parenthèse refermée. Monsieur Glassman a été représenté par le monde des petits, par Éric Dupond-Moretti, qui était alors avocat, qui a été un très 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 grand avocat et un piètre politicien par la suite, mais là aussi c'est autre chose. Et il faut savoir que Jacques Glassman, suite à cette histoire, a touché comme dédommagement pour préjudice moral, sportif si on veut également, il a touché 1 franc. 1 franc de dommages. De dommages et intérêts. Ça prête à sourire. Donc ensuite, bien entendu, vu le peu de solidarité du monde du football professionnel, Jacques Glassman a rebondi du côté de la Réunion, puis de Maubeuge. Ensuite, il est venu le temps non pas des cathédrales, mais de stopper sa carrière. Il a ensuite été embauché par l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, pour laquelle il a travaillé jusqu'à la fin de sa carrière.
Et maintenant, donc, c'est un jeune retraité qui vit dans l'anonymat et la discrétion la plus totale. Cette vidéo me paraît importante parce que ça existe depuis la nuit des temps, bien entendu, mais je serais toujours choqué de comment on peut salir un homme qui dit la vérité. Quand je vois des commentaires sur ma page qui sont immédiatement supprimés, bon, les traîtres, les balances, ça me choque pas. Chacun dit ce qu'il veut encore, même si c'est stupide, mais bon, c'est la liberté d'expression. Mais quand je lis tu mériterais une balle dans la tête, espèce d'enculé, fils de pute, bon, c'est immédiatement supprimé, bien entendu. Mais de lire de telles choses, je suis subjugué, si je puis dire, par tant de conneries. Ça me choque. Et je remercie d'ailleurs un des membres de la page qui m'a dit que je parlais trop de Jacques Glassman. Donc c'est lui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc je l'en remercie grandement. Voilà. Et donc Jacques Glassman aura toujours derrière lui cette image, heureusement, et je l'espère, d'une minorité de bandits de grand chemin, de malotrus, de traîtres, de balança. Et donc je tenais à faire une vidéo encore une fois pour mettre en valeur ce grand monsieur. Pour moi c'est un grand monsieur, un modeste footballeur mais un grand citoyen qui a été soutenu énormément par Jean-Jacques Goldman, qui est personnalité préférée des Français depuis des années. Donc quelqu'un qui me paraît également être quelqu'un de très droit et de très honnête, hein, notamment via les Restos du Cœur par le passé. Et voilà, donc après, il faut parler des autres. Donc, M. Tapie a été puni. Il a fait 5-6 mois de prison. Je ne doute pas là aussi qu'il y avait une cabale contre Bernard Tapie. Attention, hein, qui était de plus en plus imposant, de plus en plus impressionnant et qui allait briguer certainement des hauts postes politiciens. Donc, je ne doute pas là aussi qu'il y a eu une cabale contre lui, même si Bernard Tapie était le chouchou de François Mitterrand. Mais j'aimerais revenir sur la carrière des autres footballeurs. Jorge Burruchaga, qui a longtemps nié avoir accepté l'argent et tout, bien entendu, il a plus que bien rebondi puisqu'il a signé à Independiente, si je ne me trompe pas, qui est un des clubs majeurs de première division argentina. Et il est devenu entraîneur par la suite. Son fils est un bon tennisman. Et donc voilà, bien sûr, tout va bien pour lui. Il a payé, si on peut dire. Mais ce qui me choque là aussi sur ma page, quand je mets des photos de Burruchaga, personne ne parle de Burruchaga comme étant un corrompu. Tout le monde parle à juste titre aussi également, hein, de Burruchaga, champion du monde 86, Burruchaga, magnifique technicien, magnifique joueur au FC Nantes, magnifique joueur avec l'Argentine de Maradona. C'est un fait, mais je suis choqué que personne n'évoque le fait que c'est aussi un tricheur. Christophe Robert, que dire sur Christophe Robert? Christophe Robert, ça a été ensuite la Ligue 2 avec Louan Cuiseau, Nancy et Saint-Etienne, avant un petit passage également en Argentine où il resta très peu de temps. Christophe Robert, apparemment, il a la tricherie dans le sang, puisque quelques années après, il a été reconnu coupable de falsification de grands crus sur des piquettes. J'exagère le terme piquette, il a collé des étiquettes de grands crus, et bien sûr, il s'est fait attraper une deuxième fois. Donc voilà. Jean-Jacques Edely, lui, est parti à Benfica où il n'a pas joué, mais ensuite il a formidablement bien rebondi puisqu'il a joué quand même à Bastia, il a joué à Sion, il me semble. Il a été un éphémère entraîneur à Boquerra, où il jouait aussi un petit peu en national. Mais voilà, il a reconnu par la suite que Glassman était une personne honnête avec des valeurs. Et voilà, Edely, pour moi, c'est plus un fusible qu'autre chose. Il a été faible à ce moment, on lui a promis de jouer la finale de la Ligue des Champions. Il a cédé, c'est une faiblesse, mais bon, c'est différent des autres, on va dire. Pour ma part, en tout cas. Quant à Jean-Pierre Bernès, il a été suspendu à vie au départ de toute fonction de dirigeant de le football. Certains l'oublient peut-être, mais peu de temps après l'affaire, Jean-Pierre Bernès a fait un tour d'honneur au stade Vélodrome, je crois en 94 ou 95. Il a été applaudi par 20 000 spectateurs. Voilà, donc
Bravo Monsieur Bernès, vous avez triché, mais vous êtes glorifié. Et voilà, quant à Bernard Tapie, ben écoutez, vous connaissez tous la suite, il est décédé récemment. Et il a toujours été considéré comme un dieu à Marseille, ce qui est on ne peut plus normal, je le répète, mais ça n'enlève pas ses mauvais penchants. Et une statue va être édifiée au stade Vélodrome pour Monsieur Tapie. Voilà, j'en ai quasiment fini de ce destin brisé. Force est de constater que on rentre dans le rang quand on est tricheur et on est cloué au pilori quand on est une personne honnête. Je suis loin d'être un citoyen parfait, j'ai comme tout le monde mes qualités et mes défauts. Je pense même avoir plus de défauts que de qualités. Mais c'est peut-être mon esprit bisounours qui ressort, mais je n'arriverai pas et je n'arriverai jamais à comprendre comment une personne qui révèle une vérité, surtout dans des cas graves comme ça, n'est pas saluée. Comment on peut la salir à ce point et ne garder que ça de cette personne quasiment. C'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'interpellera toujours. Voilà, donc pas plus, je tenais absolument à m'exprimer sur Jacques Glassman. Je sais pertinemment que cette vidéo va faire réagir. Alors oui, c'est le but. Maintenant, je me doute qu'il va y avoir quelques commentaires outranciers dont je me passerai bien. Je comprends tout à fait que des personnes ne soient pas d'accord avec moi. Maintenant, j'espère que ça pourra se faire de façon courtoise. J'en doute fortement pour certains. Mais voilà, je tenais à dire clairement le fond de ma pensée sur ce monsieur. Je termine vite fait en disant que via son ex-compagne, je l'ai sollicité pour faire une interview. Alors, on aurait parlé bien sûr de cette affaire, mais pas que. On aurait parlé également de toute sa carrière, de ce qu'il est devenu par la suite. Mais Jacques Glassman a refusé, ce que je peux comprendre aussi. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo tout de même vous aura plu, vous aura peut-être appris certaines choses. Et voilà, donc gloire à Jacques Glassman, ça va me faire rire certains, mais je termine par cette phrase, gloire à monsieur Jacques Glassman.